Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Mon fils il est toujours là pour s'assurer que ça fonctionne bien, fait que j'espère que lui il m'entend, sinon il va venir me le signaler. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue, on est jeudi présentement. Je suis de retour du Pérou depuis environ 2 jours. J'ai été au Pérou du 13 août 2023 jusqu'au 22 avec les escales, tout ça. Fait que ça a été un formidable voyage. Je suis encore en vacances jusqu'à lundi le 28 août. Ça passe très, très vite. Je suis en train de prendre un petit verre de vin. Je suis en vacances, fait que j'ai le droit. Fait que si vous voulez vous joindre à moi en prenant un petit verre, un gin, tonic ou peu importe, gênez-vous pas, on est en vacances, c'est l'été. La semaine prochaine, l'école recommence, fait qu'on peut au moins se donner la chance de passer une belle semaine puis avoir du plaisir. Puis justement, je veux commencer par ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent régulièrement au niveau de l'alcool. Bon, l'alcool, au niveau de la spiritualité, c'est souvent mal vu, il y a des préjugés, puis tout ça. Puis souvent dans mes voyages que j'organise, ben, j'ai des gens qui viennent, puis dans le fond, vous le savez, j'organise des retraites, des voyages d'aventure, où on a du plaisir, on sort de notre zone de confort, on devient notre meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, peu importe. Puis souvent, ben, les gens prennent un peu d'alcool. Je te dirais, il n'y a pas nécessairement de l'exagération. On n'est pas là pour se saouler la gueule, puis dans le fond, être malade. C'est vraiment pas l'objectif, mais souvent, on va prendre une petite bière, un petit verre de vin pour souper, des choses comme ça, parce qu'on est aussi en vacances dans ces retraites-là, puis je le permets pour avoir du plaisir aussi, mais jamais d'abus, jamais quelque chose d'extravagant, puis tout ça. Mais souvent, les gens se posent la question, bon, l'alcool, la retraite, OK, la spiritualité, c'est quoi? Ben moi, j'ai ma version des choses, c'est que moi, j'aime bien ça prendre un petit verre de vin une fois de temps en temps. J'aime bien ça avoir du plaisir aussi. Puis je dis toujours aux gens, c'est que la privation, c'est la pire. C'est un des pires sentiments qu'on peut avoir, OK, c'est se priver. Ça veut dire ça, avoir le goût de faire quelque chose, avoir le goût, par exemple, de manger un hamburger, le goût de manger une pizza, peu importe, le goût de prendre un verre de vin, peu importe, et se priver. Se priver, pour moi, ça fait baisser énormément le taux vibratoire. Vous savez qu'en spiritualité, toutes les choses qui existent sur la Terre, que ce soit une roche, que ce soit votre ordinateur, que ce soit vous-même, ben, dans le fond, on a un taux vibratoire. Puis ça, c'est calculé en Hertz. J'en parle régulièrement dans mes contenus. Ben ça, qu'est-ce qui arrive? Ça fait, nous autres, les êtres humains, on se laisse influencer énormément notre taux vibratoire pour les choses qui arrivent dans notre vie, des sentiments, des émotions, nos interrelations avec les êtres humains que nous avons, que nous côtoyons à tous les jours. Puis bref, ben ça fait que si on se prive, si on n'est pas dans l'abondance, si on n'est pas dans la joie, dans le plaisir, bien souvent, ça fait l'effet inverse, ça fait baisser notre taux vibratoire. Fait que oui, prendre de l'alcool, OK, je veux dire, ça fait baisser notre taux vibratoire aussi, mais prendre un verre de vin, en prendre deux, c'est toujours l'intention en arrière de ça. OK, c'est pourquoi tu prends un verre de vin? C'est-tu pour combler le vide? C'est-tu pour aller chercher quelque chose, un manque à l'intérieur de soi? C'est-tu pour, exemple, se récompenser? On a appris quand on était jeune que dans le fond, quand on avait une belle semaine, on faisait de belles choses, OK, on mangeait un dessert, on avait une récompense, OK, quelque chose de l'extérieur, comme de la nourriture. Une belle semaine, on prend un verre de vin pour se récompenser. Ben, c'est quoi l'intention en arrière de ce verre de vin-là? Si vous aimez le goût, si vous voulez avoir du plaisir, ben, c'est parfait. C'est encore mieux, OK, faire quelque chose qu'on a du plaisir. Ça fait augmenter notre taux vibratoire. C'est sûr, si tu en prends 25, tu finis la bouteille, tu en prends 4, OK, peu importe. C'est sûr que ça va faire baisser, mais prendre un petit verre de vin, si ça vous fait du bien, ou si prendre un hamburger, si ça vous fait du bien, c'est toujours ça qui est important. Toujours prendre nos choix en pleine conscience, c'est-à-dire que ce ne soit pas notre pilote automatique qui prenne cette décision-là, mais vraiment nous intérieur, notre soi intérieur qui décide de le faire. Puis là, dans ce cas-là, ça fait du bien, ça fait augmenter notre taux vibratoire. Puis aussi, juste un petit verre de vin, ça fait aussi souvent un effet intéressant, ça fait taire notre mental, ça enlève nos filtres, ça enlève nos personnages, OK? Fait que c'est toujours l'intention, la quantité et c'est quoi l'objectif en arrière de ça. Alors, je vous souhaite un chin-chin, une belle fin d'été pour ceux qui recommencent, OK, bientôt, ceux qui retournent à l'école, ceux qui recommencent à travailler, ceux que les vacances ont pris fin ou qui vont prendre fin dans les prochains jours. Je prends une petite gorgée. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus relax. Je suis énormément fatigué parce que je reviens du Pérou, puis le Pérou a été vraiment un voyage extraordinaire pour moi. J'étais allé avec ma conjointe, qui est Marie-Ève. Ça a été un des plus beaux voyages de ma vie, sinon le plus merveilleux. Le Pérou, c'est extraordinaire. Okay? Moi, je suis un fan d'histoire.
un fan de monuments, de tout ce qui est culture, la nourriture, les montagnes, les randonnées. Fait que c'est sûr que le Pérou, pour moi, OK, c'est le pays idéal, OK, pour qui je suis. Mais je suis fatigué parce que dans le fond, il y a eu beaucoup de décalage, pas de décalage horaire, mais dans le fond, il y a eu des escales. On est parti pour le chemin de retour de Juliaca, qui est une petite ville proche de Puno, proche du lac du Titicaca. Puis dans le fond, on est allé à Lima. Après ça, on a couché là. On a pris l'avion le lendemain matin. On a dormi à Miami. Après ça, on est retourné à Montréal. On est allé chercher aussi l'enfant Lucas, l'enfant de ma blonde aussi, en Abitibi. Je suis revenu, je suis arrivé à Lévis. Fait que c'est sûr que je suis un peu fatigué. Fait que ça va être très relax aujourd'hui. Fait que dans le fond, gênez-vous pas si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, OK, likez ce que je fais, partagez, OK, ça me fait toujours plaisir. Moi, je fais ça gratuitement. Je ne fais pas ça pour avoir de l'argent. Je ne fais pas ça pour avoir une tape dans le dos. Je fais ça vraiment pour partager ma passion puis vous aider. Puis, fait que si vous pouvez m'aider en échange, ben, partagez mon contenu. Ça va me faire vraiment plaisir. Vous voyez en bas, likez, partagez, allez sur YouTube, peu importe où les plateformes que vous me voyez, ça va me faire vraiment plaisir, OK, si vous m'encouragez. Premier sujet, OK, à part de parler de l'alcool, OK, puis le taux vibratoire, OK, c'est le dernier film que j'ai vu. Ça fait un petit bout, par exemple. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entrevue. Ça va faire au moins 3-4 semaines. Le dernier film que j'ai vu, OK, bon, OK, je l'avoue, là, OK, c'est peut-être pas le film, OK, le meilleur, le plus intéressant. Vous allez me dire, Hugo, c'est pas un film spirituel. Ça fonctionne-tu, Jacob, ouais? Tu ne me vois pas complet? Bon, c'est parfait. Mon fils me corrige. C'est savoir des enfants qui sont bons en technologie. Fait que le dernier film, OK, c'est sûr que c'est pas dans ma palette, OK, puis c'est pas quelque chose que je vais vous parler régulièrement. C'est sûr que, genre, j'avais justement Lucas, l'enfant de mon conjoint, j'avais mis 2 enfants aussi avec moi. Fait qu'on cherchait un film au cinéma pour aller voir. On ne savait pas trop, OK. Fait que là, le jeune de ma conjointe, OK, il y a 10 ans, fait qu'on ne voulait pas aller voir un film avec de la violence, des choses comme ça. On est allé voir le film Barbie. Fait que je ne sais pas si vous avez, de votre côté, eu l'occasion d'aller voir ce film-là. Fait que moi, je suis allé le voir. Au début, ben, dans le fond, c'était vraiment là, pour mes enfants, OK, pour avoir du plaisir, passer du temps. On ne savait pas trop quoi faire. Je pense qu'il pleuvait cette soirée-là. Fait qu'on est allé voir ça. C'est sûr que mes enfants, moi, j'en ai un de 14 ans, j'en ai un autre de 16 ans. Fait que vous comprenez, le film Barbie, ben, ils n'ont pas connu les Barbie déjà en partant. Moi, ma génération, on l'a connu un petit peu. OK, nos petites sœurs, OK, ou nos petites cousines jouaient avec ça. Eux autres, plus ou moins. Fait que c'est pas un film non plus, à 14 et 16 ans, c'est pas vraiment dans leur palette non plus. Fait que je suis allé voir ça. Lucas, lui, à 10 ans, ben, dans le fond, ça l'intéressait. On est allé voir ça, puis ben, j'étais stupéfait de voir justement Lucas, que lui était super passionné par ce film-là. Il était super admiratif. Vous le savez, Barbie, ben, ça vit dans un monde de licornes, roses, avec des belles maisons, des belles voitures, tout ça. Fait que c'est sûr et certain qu'il a adoré ça. Mon plus jeune de 14 ans, lui, a détesté ça. Je le regardais soupirer à côté de moi, OK? Puis mon plus vieux, 16 ans, lui, il avait la langue à terre quasiment. Il a adoré ce film-là. Je suspecte qu'il trouvait peut-être Barbie jolie, peu importe, OK? Il ne me l'a pas avoué. Mais il a aimé ce film-là. Fait que, bref, un film un peu mitigé, OK? Je vais être franc avec vous. Je vous le conseille quand même. C'est assez divertissant, très léger. Mais si tu le prends du premier degré, oui, c'est léger, mais il y a une petite morale en arrière de ça. Puis là, je ne veux pas vous voler le punch, OK? Vous pouvez mettre sur mute, OK, si ça ne vous intéresse pas de savoir un petit peu. Moi, je suis du genre à donner des hints des fois sur les films, OK? Puis je ne veux pas vraiment vous influencer là-dessus. C'est sûr que ça commence, OK, dans le monde de Barbie ou un monde de licorne rose, comme je vous ai parlé, ou que tout va bien. Mais tu vois clairement que dans le fond, c'est la femme qui mène. C'est un monde de Barbie. Fait que dans le fond, tous les personnages qui sont là, c'est des Barbie. Barbie régulière, Barbie médecin, Barbie vétérinaire, Barbie X, Barbie Y. Okay? C'est toutes des Barbie. Okay? Puis il y a des Ken aussi qui sont des hommes. Mais tu comprends clairement que le monde, il est vraiment orienté vers les femmes. C'est les femmes qui mènent, puis les hommes sont vraiment au second plan, puis mais vraiment. Quand j'ai lu ça, j'ai même senti un malaise. Juste pour vous dire comment, que, dans le fond, que c'était extrême que les femmes prenaient leur place, puis qu'ils laissaient les hommes vraiment dans un plan vraiment, vraiment inférieur. Là, vous allez me dire, ouais, ben, c'est comme ça aujourd'hui, ou c'était comme ça dans les années 50. Hein, les hommes avaient le pouvoir, puis les femmes étaient genre reliées au second niveau. OK, là, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais vraiment, clairement, on est en 2023, puis là, on voit ça. C'est sur un monde de Barbie. Fait que c'est un monde matriarcal où la femme mène totalement. Puis bref, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, une intrigue, que je ne vous le dirai pas nécessairement.
Puis dans le fond, Ken, OK, puis Barbie, bon, les deux acteurs principaux, ben, vont dans le vrai monde, notre monde à nous. Puis dans le fond, Ken se rend compte que c'est l'homme qui mène, OK, dans notre monde. Puis là, il s'informe, il va à la bibliothèque, OK, puis il lit des livres. Puis bref, il revient dans son monde, OK, dans le monde de Barbie. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il impose, OK, cette nouvelle information qu'il a pris. Puis dans le fond, il est en train d'inculquer à tout le monde le patriarcat ou que l'homme mène. Fait que Barbie, qui n'est pas revenu en même temps que Ken, se rend compte à son retour, OK, que c'est les hommes qui mènent. Puis tout son monde, OK, il est vraiment tout changé. Fait que le monde de Licorne Rose est rendu quasiment un monde de motos, d'hommes, OK, virils, OK, puis tout ça. Fait que le monde est complètement changé. Puis même la pensée de la femme était complètement changée, était rendue vraiment au service, OK, des hommes, ce qui était vraiment à l'inverse, OK, au début du film, quand c'était vraiment dans le monde matriarcal. On se rend compte que le monde a complètement changé ou que les hommes mènent patriarcal. C'est vraiment un monde initialement matriarcal, puis dans le fond, quand Ken revient, il devient un monde patriarcal. Fait que, tu sais, on se rend compte vraiment que soit un monde matriarcal ou patriarcal, ça ne fonctionne pas. OK? Fait que si on peut faire un parallèle avec notre monde, OK, c'est que quand il y a une majorité de sexe ou de race ou peu importe qui ont le pouvoir, OK, puis qui contrôlent puis qui laissent, OK, les gens au second violon par la suite, bien, ça ne fonctionne pas. OK? Il y a des conflits, il y a des choses. Puis dans toutes les sociétés du monde, OK, tous les empires du monde, même les Romains, OK, ça n'a pas fonctionné. J'ai-tu un message? OK. Fait que dans le fond, j'ai pas trop compris le message, c'est pas grave, mon fils, parce que vous le savez, j'ai toujours des problèmes, OK, à lire les messages que vous m'écrivez, mais continuez à le faire. Mon fils va, va me faire les messages au fur et à mesure. Qu'est-ce que Jacob? Bon, je vais le prendre, là. Super. Fait que, bref, OK, c'est juste un commentaire, c'est pas une question. Fait que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu le film Barbie. Fait que même l'Empire romain, OK, qui ont contrôlé une bonne partie du monde connu, OK, dans les années un petit peu avant Jésus-Christ jusqu'à quasiment 500 ans après Jésus-Christ, ben, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui fonctionne, OK? Puis dans le fond, Barbie, ben, à l'aide de ses amis, ben, revient à convaincre Ken, OK, puis sa gang d'hommes, OK, de revenir, OK, dans un monde plus harmonieux, où que les sexes sont plus l'égalité, où que les hommes et les femmes peuvent avoir, OK, du pouvoir, du contrôle, puis aussi de l'égalité dans tout ça. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, OK? Pour un monde, OK, parfait, qui fonctionne bien, il faut laisser la place à toutes les races, à tous les sexes, OK, à toutes les minorités, peu importe. C'est super important parce que souvent, dans les plus belles différences, OK, il y a les plus belles et les plus grandes richesses. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre de ce film-là, Barbie. On peut prendre du premier niveau, OK, voir des acteurs cute, OK, voir aussi un monde de licorne rose, des choses comme ça. Mais en arrière de chaque film, OK, il y a toujours, OK, souvent une grande morale. Je vais prendre une gorgée d'eau. Super. Bon, je vais parler justement de mon voyage au Pérou, parce que dans le fond, ça a été le fait marquant du mois d'août pour moi. Fait que je vais faire une histoire assez rapide là, de mon parcours que j'ai fait avec ma conjointe. Par la suite, je vais parler un peu d'histoire du Pérou, mais surtout l'histoire des Incas, parce que si les gens vont au Pérou, c'est souvent pour le Machu Picchu des ruines Incas et aussi pour la richesse et la culture de ce peuple-là qui ont vécu au Pérou, mais aussi en Bolivie, au Chili, puis en Argentine. C'était vraiment un empire, OK, qui a duré quelques années. Je vais en parler un peu d'histoire. Par ça, je vais vous parler de mon voyage que j'organise aussi dans le mois de mars 2024. Fait que les gens qui sont intéressés à venir, c'est vraiment la partie de l'entrevue qui vous touche vraiment. Je vais diviser aussi cette partie d'entrevue pour avoir du contenu, pour pouvoir le publier dans mes réseaux. Bref, OK, on est parti le 13 août, on est parti de Montréal. Moi, je pars toujours de Montréal. C'est pas parce que j'aime Québec, je reste à Lévis, fait qu'on est plus proche de Québec que de Montréal. C'est juste que dans le fond, il y a plus de vols, OK, les vols sont plus intéressants, il y a souvent moins d'escales, il y a parfois des escales de Montréal, de Toronto, fait que je trouve que ça vaut plus la peine de partir à Montréal. Il y a plus de facilités de restaurants, peu importe de magasins. À l'aéroport, le parking est plus grand aussi. Fait que c'est pour ça que je pars de Montréal. On est parti de Montréal, on a fait une escale à Miami, une escale d'environ 4 heures. Fait que à 4 heures d'escale, on reste à l'aéroport, vous le savez. Puis par la suite, on
on a pris un avion pour aller à Lima, qui est la capitale du Pérou. Lima est sur le côté pacifique, okay? C'est à l'égalité, okay, de l'océan. C'est pas dans l'altitude. Vous le savez que le Pérou, okay, une des particularités du Pérou, c'est en altitude, c'est dans la cordillère des Andes, qui se trouve être, okay, pour ceux qui ont déjà écouté, genre la prophétie des Andes, ben, c'est au Pérou, justement. Fait que dans le fond, les Andes, okay, c'est des chaînes de montagnes c'est très, très élevé. C'est quasiment les montagnes les plus élevées dans le monde. Okay? Il y a des montagnes de 5000, 6000, 7000 mètres d'altitude. Ce n'est pas le mont Everest, ça, par contre, là, mais il y a quand même de grosses, grosses montagnes. Bref, OK, fait que dans le fond, Lima, c'est carrément pas ça. C'est sur le bord de la plage. C'est vraiment une place de surfeurs. C'est très contemporain comme ville. OK? Les gens, OK, sont beaucoup plus diversifiés. Tu ne vois pas nécessairement de gens qui sont habillés en Inca ou d'habillés avec des costumes historiques. C'est vraiment comme une ville comme Bogota ou peu importe en Colombie ou peu importe, là, même Montréal à la limite. Là, okay? C'est vraiment une belle ville, okay? Mais une ville avec un petit peu moins d'histoire, un petit peu moins de culture. Fait que c'est pas là que tu vas goûter nécessairement la culture du Pérou. Fait qu'on est resté là une journée, on est allé voir la mer, l'océan. Si vous voulez, vous pouvez aller voir mes photos, mes vidéos que j'ai mis en cavale, sur ma page Facebook ou toutes mes autres pages aussi personnelles. Je n'ai mis quand même plusieurs. Je vais en mettre d'ailleurs davantage, okay, prochainement. Fait qu'on a resté une journée. Après ça, on a pris l'avion de l'aéroport de Lima pour aller à Cusco. Cusco, ça se trouve à une belle ville coloniale. C'est une ville, c'est l'ancienne capitale Inca. Fait que dans le fond, là-bas, il y a des ruines. Tout a été construit sur des monuments Inca. C'est une ville, on parlait tantôt de Lima, Lima, c'est une ville d'environ 10 millions d'habitants, une grosse ville. Cusco, c'est environ une ville qui a 500 000 habitants, dans une vallée, en montagne, à 3000 mètres d'altitude environ. Les montagnes autour, ça peut monter jusqu'à 3400 mètres. Fait que c'est quand même assez élevé. Pour ceux qui ont de la difficulté en altitude, okay, c'est un petit peu plus difficile. Juste vous donner un exemple, on parlait de 3000, 3200 mètres d'altitude. Ben, au Québec, okay, si vous allez au Mont-Albert, je pense que c'est 1100, 1100, 1200 mètres d'altitude. Le Mont Mégantic, c'est 1100 mètres. Il n'y a pas beaucoup de montagnes qui dépassent, okay, 1100, 1200 mètres au Québec. Fait que là, si on parle de 3000, puis dans le fond, tantôt, je vais vous parler du lac Titicaca. On a monté même proche de 4000 mètres, okay, proche des montagnes, okay, proche du lac, dans le coin de Puno. Fait que c'est de l'altitude, fait que je sentais mes poumons un petit peu plus compressés. Pour les gens qui ont plus de difficultés, ben, dans le fond, c'est important d'y aller progressivement, commencer par une place où, que, dans le fond, on est plus à 2000, 2005, par la suite augmenter tranquillement, pas vite, parce que tout le monde est capable d'aller là, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut juste y aller de façon tranquille, de façon progressive. Même quand on est allé au Guatemala au printemps dernier, 2023, ben, dans le fond, j'ai laissé les gens à 3-4 jours au lac Atitlan, où on était à 2005, 2004, pour pouvoir habituer les gens. Après ça, on a monté à 3000, puis dans le fond, ça a super bien été. On a même monté à 4000 mètres d'altitude, puis tout le monde qui n'a pas senti ça, parce que dans le fond, j'ai préparé les gens de façon assez exemplaire, puis tranquillement, pour pouvoir se préparer. Fait que c'est ça, qu'on est allé à Cusco. Cusco, ben, dans le fond, c'est simple. Okay? Cusco, la nourriture, la culture, tout, dans le fond, une allusion avec la culture Inca. Fait qu'on est allé voir le Temple du Soleil. Bon, tout ce qui est temple, tout ce qui est religion, tout ce qui est monument Inca a été tout détruit pratiquement par les Espagnols quand ils ont conquis les Incas dans les années 1500. Fait que ça a tout été pratiquement démoli ou recouvert ou reconstruit d'églises ou de monuments espagnols. Puis le Temple du Soleil, c'est vraiment une église où il y a des vestiges Incas. Là, ils ont reconstruit ça un petit peu, ou ils ont déterré certaines portions. Fait que tu vois vraiment un temple à l'intérieur de cette église-là, où que le soleil arrivait au solstice qui rentrait dans des fenêtres pour dire que c'était le solstice, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était vraiment que ce soit l'église espagnole ou que ce soit le temple, c'était vraiment formidable. Par la suite, bien, c'est sûr que je vais vous faire fi de tous les restaurants qu'on a mangés, toute la nourriture, toute la culture là-bas. On est allé voir d'autres ruines aussi, je la misère à prononcer, c'est Sexy Woman. Ça ressemble quasiment à Sexy Woman, là, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est vraiment en montagne à Cusco, qu'il y a vraiment des grosses ruines avec des grosses pierres. C'était sûrement une résidence d'empereur, je ne sais pas trop quoi, mais ça surplombe toute la ville de Cusco.
C'était formidable. Il y avait aussi dans ce coin-là un Jésus, là, un peu comme vous voyez à Rio de Janeiro, là, le Jésus, le Christ en haut. Sûrement plus petit par contre, là, mais c'était vraiment formidable aussi. Après ça, ben, dans le fond, on a visité plein de magasins, plein de trucs comme ça. On a jasé avec des gens aussi. On a vu des parades, on a vu plein de trucs. C'était formidable. On a vu des lamas aussi, c'est plus des alpagas. Fait que c'est comme un lama, vous avez déjà vu ça sûrement à la télévision, j'en pose régulièrement dans mes voyages. Il y en a d'ailleurs en Équateur, dans le voyage d'Équateur qu'on va faire en décembre. Mon chandail que j'ai présentement, j'ai ramené ça du Pérou. Même la petite corde ici de mon collier, c'est en laine d'alpaga. Fait que dans le fond, là-bas, là, il y en a partout. Tu peux même en manger aussi au restaurant. Fait que tu peux les flatter, tes flattes tellement mignons. Puis après ça, tu peux en manger. Ça fait vraiment particulier. Je vais prendre juste une petite gorgée de vin. Ensuite, on a resté quelques jours à Cusco. Vraiment une belle ville. C'est une ville là, que je pourrais rester là facilement 2 semaines. C'est vraiment le fun. Il y a plein de terrasses. Okay, il y a de la musique, la culture inca, la culture péruvienne. C'est vraiment formidable. La nourriture, c'est extraordinaire. Là-bas, la nourriture, c'est sûr, il y a l'alpaga, comme je vous ai parlé. Il y a du cochon d'Inde aussi. Malgré, moi, ça fait 2 fois que je vais au Pérou. Je suis allé en 2022. Il y avait beaucoup de cochons d'Inde. Cette fois-ci, je n'ai pratiquement pas vu. Fait que je ne sais pas pourquoi, je n'ai peut-être pas tombé là-dessus, mais de toute façon, ce n'est pas la nourriture que je préfère. L'alpaga, j'ai déjà goûté, mais c'est tellement beau qu'un alpaga que des fois, le mental embarque, puis c'est plus difficile de manger ça. Mais il y a beaucoup de poissons, il y a de la truite, il y a de la troucha là-bas, de la troute. Puis il y a beaucoup de ceviche de poissons là, que vous connaissez sûrement, là, mais c'est vraiment extraordinaire la nourriture là-bas. Beaucoup de maïs, bien entendu. Fait qu'on est resté à Cusco. Après ça, on est parti en train pour aller au Machu Picchu. Machu Picchu que vous connaissez sûrement, qui est une des visites. Je pense que j'ai une petite photo ici. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Oui, fait que vous voyez sûrement à l'écran le Machu Picchu. Je vais le laisser plus longtemps. Fait que c'est vraiment quelque chose, quand on parle de Pérou, on parle souvent du Machu Picchu. Fait que qu'est-ce qu'on doit comprendre du Machu Picchu? Dans le fond, c'est simple, c'est dans la vallée sacrée des Incas. Ça veut dire qu'il y avait un chemin qui partait du Machu Picchu jusqu'à Cusco, puis même plus loin à Cusco, jusqu'au lac Titicaca, il y avait un chemin, puis ça descendait jusqu'en Bolivie. Selon certaines rumeurs, il y en a pour 16 000 km, qui est tout le chemin Inca. Ça descend vraiment loin en Bolivie puis en Argentine. Ce qu'on a vu, c'est juste une bride de ce chemin-là. Fait que dans le fond, normalement, ce chemin-là de Cusco au Machu Picchu, ça prenait 4 jours de marche. 5 jours de marche, je veux dire, à l'époque, parce que probablement qu'il y avait le chemin était moins entretenu. Fait qu'on est allé en autobus et en train. Il y a une petite ville là, qui est dans le fond qu'on n'a pas le choix de continuer en train. Je ne suis pas arrêté dans cette petite ville-là, mais clairement, ça fait 2 fois que j'y vais pour prendre le train dans mes 2 voyages. Clairement, je vais arrêter là la prochaine fois que je vais aller au Pérou. Dans le voyage que je vais aller avec mes participants le 23 mars 2024, c'est clair, je vais aller là, il y a des ruines, ça a l'air beau, c'est vivant, c'est propre, c'est magnifique. Fait que, bref, le train part de là, fait que c'est environ 1h30, 2 heures de train. Ça arrive au petit village en bas du Machu Picchu, ça s'appelle Aguas Caliente, c'est simple, c'est les eaux chaudes. Il y a un affluent de 2 rivières, OK? Puis la rivière qui descend dans la rivière principale, dans le fond, est théoriquement chaude. D'ailleurs, il y a des bains thermales où que tu peux te baigner à l'intérieur de ces bains-là. On l'a fait aussi, c'est merveilleux, sans même le souffle. C'est vraiment une belle place aussi. C'est vraiment en haut du village de Aguas Caliente. Fait que souvent, les gens n'appellent pas ça ce nom-là, ils appellent ça le village du Machu Picchu. Faut comprendre que la grosse rivière du Machu Picchu, à part quasiment de Cusco, cette rivière-là, après le Machu Picchu, ça s'appelle l'Amazonie. L'Amazon, excusez-moi. En Amazonie, bien sûr. Fait que tout le monde connaît l'Amazon. C'est dans ce coin-là. Fait que c'est très, très proche. Il faut comprendre aussi le Machu Picchu, c'est une cité qui est construite en montagne. Fait que c'est vraiment l'attrait de ces ruines-là. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'est des ruines Inca, puis c'est une des ruines au monde qui sont le plus visitées, c'est vraiment en montagne, mais aussi c'est des ruines qui sont préservées. Ça n'a jamais été pillé, ou du moins pillé dans le terme non archéologique, là, parce que souvent les archéologues, c'est du pillage à ma façon à moi. Là. Fait que c'est sûr que dans le fond, ça n'a jamais été pillé par les Espagnols. Puis dans le fond, c'est en hauteur. Il faut comprendre que dans le fond, les gens pensent qu'on parle du Machu Picchu. Hey, c'est extrêmement haut, OK, c'est une randonnée, OK, c'est difficile. Si tu y vas à pied, c'est une grosse randonnée, mais ça, c'est très faux. Hein.
C'est sûr que c'est à 2400 mètres d'altitude, fait que souvent les gens du Québec vont peut-être dire « Ouais, mais c'est plus que nos montagnes au Québec. » Oui, OK, mais ça se monte très, très bien. Si on part du village, OK, c'est environ 2 km pour se rendre avant la montée. Fait que c'est 2 km vraiment à plat pour se rendre au parc du Machu Picchu. Par la suite, ben, ça monte pendant 1,7 km. On peut dire que c'est environ 4 km pour monter en haut du mont du Machu Picchu. Rendu là, ben, c'est sûr que dans le fond, il y a un point de contrôle pour pouvoir avoir des billets pour pouvoir visiter le site. Peu importe le circuit que tu vas prendre, c'est environ 4 circuits. Il y a des circuits qui montent en haut, OK, où tu vas voir un petit peu plus, OK, le Machu Picchu en hauteur et tu redescends par la suite. Puis il y a des circuits qui sont plus à l'intérieur, OK, des ruines. Nous, on a la chance d'être à l'intérieur. Mon premier voyage, on était un petit peu plus en haut. J'ai eu l'occasion de voir les deux côtés. C'était extraordinaire. C'est environ 2 km de marche dans le site. C'est environ 6 km. Aller-retour, ben, on peut dire que ça fait facilement un 10-11 km de marche si tu redescends par la montagne. C'est super extraordinaire. C'est quand même 1900 marches que tu montes, OK, pour arriver au sommet du Machu Picchu avant de visiter les ruines. C'est quand même assez difficile sur les jambes, mais ça se fait assez bien, inquiétez-vous pas. Par la suite, ben, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand vous achetez vos billets? OK, il y a plusieurs montagnes que tu peux faire aux côtés. Je vais voir si j'ai un message. Quelqu'un qui me demande s'il y a beaucoup de gens. Bien sûr que le mois d'août, OK, tout le monde dit que c'était des mois très touristiques pour le Machu Picchu. Il faut comprendre qu'au niveau du Pérou, il y a 2 saisons. Il y a une saison sèche, OK, qui se trouve environ à août je ne vais juste pas me tromper. OK, la saison de pluie, ça se trouve être décembre jusqu'à avril. Puis par la suite, ben, le reste, c'est la saison plus sèche. On était dans la saison sèche. Normalement, théoriquement, c'est une saison qui est un petit peu plus chaude, OK, où il y a plus de personnes, OK, qui sont là. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de personnes quand j'ai visité en février 2022. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça allait super bien. C'est sûr, sur le Machu Picchu, on est allé très tôt. Ça ouvre à 6 h du matin. Fait que nous, on était sur les pistes à 6 h du matin. Fait qu'on est arrivé peut-être en haut à 8h30, 9 h maximum. Fait que ça, il y avait un petit peu moins de monde. Mais quand on a commencé à sortir, là, il y avait du monde de plus en plus. Fait que vous savez, si tu te lèves à 1 h de l'après-midi, ben, c'est sûr que c'est plus difficile. On était sur les sentiers très, très tôt. Fait que ça a paru aussi au nombre de l'achalandage. Fait que je disais tantôt, OK, autour du Machu Picchu, il y a plusieurs montagnes que, dans le fond, quand tu achètes ton billet, tu peux absolument payer plus cher pour pouvoir les faire. Il y a le Huayna Picchu. Et quand vous voyez un petit peu, je pense que je vais remettre la photo. Vous voyez les montagnes, la petite montagne à droite, OK, à gauche plutôt, le petit pic là, OK, à gauche. Bien, ça se trouve, je ne m'en souviens plus du nom, mais ça finit par Pichou aussi. Mais ça, dans le fond, c'est environ 45 minutes pour aller-retour pour aller là. Le pic un petit peu plus haut, bien, dans le fond, c'est environ 2 heures. Puis où la photo est prise, mais vraiment plus haut, tu as un trek d'environ 4 heures pour pouvoir voir le Machu Picchu plus haut. Puis d'ailleurs, dans ces places-là, il y a des ruines déjà. Là. Fait que vous pouvez même aller voir ces ruines-là. Ces ruines-là, c'était souvent des ruines de protection du Machu Picchu, peu importe, pour pouvoir surveiller l'achalandage du Machu Picchu. Fait qu'il y a plusieurs montagnes que tu peux faire. D'ailleurs, tu peux, si tu aimes la randonnée, bien, je vous conseille de partir de Cusco à pied dans la trail Les Incas. C'est 4 jours, comme je vous ai parlé. Fait il y a matière à faire plusieurs randonnées. Il y a même des montagnes moins balisées que tu peux y aller aussi, où c'est moins bien entretenu. Tu n'es pas obligé d'avoir de billets officiels. Fait que, dans le fond, informez-vous comme il faut avant. Moi, c'est sûr et certain, dans mon voyage du 23 mars, on va faire vraiment le Machu Picchu, bien sûr. On va partir d'en bas jusqu'en haut, OK? Mais par la suite, on va aller faire le Huayna Picchu, le mont un petit peu plus haut que je vous ai montré sur la photo, d'environ 2 heures. Il y a des ruines, mais aussi, on a une vue exceptionnelle, OK, sur le Machu Picchu. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous en parler d'ailleurs davantage, OK, dans quelques minutes. Je vais finir mon voyage. On est redescendu, par la suite, on était dans les bains thermiques, OK, au Machu Picchu, c'est vraiment extraordinaire. Aguascalientes, OK, c'est vraiment un village vraiment fantastique. Les restaurants, la nourriture est bonne, les gens sont accueillants. C'est un village fait, OK, pour les touristes. Les massages aussi, les personnes sont vraiment excellents. Fait qu'on a passé là environ 2 jours. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Un hôtel aussi fantastique où on était en haut, qu'on pouvait voir vraiment toutes les montagnes, l'énergie des montagnes. C'est qu'est-ce qui est exceptionnel sur le Machu Picchu? Oui, c'est en hauteur. Oui, les ruines ont été n'ont pas été pillées, n'ont pas été détruites, OK, par les Espagnols ou par des peuples, OK, qui étaient des envahisseurs. Mais aussi, c'est quand tu vois l'énergie des montagnes autour. À 2400 mètres, bien, il y a des montagnes plus hautes, OK, où tu sens l'énergie
mon collier, si vous voyez, c'est de la serpentine, OK? La pierre du Machu Picchu, c'est de la serpentine. Tu sens vraiment sur les terrasses l'énergie des montagnes environnantes et l'énergie même, OK, de la montagne du Machu Picchu. Fait que c'est exceptionnel. On voit la rivière en bas. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette cité-là a été construite, OK, pour être vue d'en bas. En bas du mont, OK, qu'avant de faire l'ascension, tu le vois, le Machu Picchu. Là. Fait que ça a été construit pour être vu, pour imposer aussi la domination des Incas. Fait que j'en parle tout à l'heure. Après ça, on est redescendu, on a fait des bains thermiques, blablabla. On était reparti en train, on est allé à Cusco, parce que dans le fond, Cusco, c'est la place centrale, OK, du monde Inca. On a dormi là, on n'a pas resté trop longtemps parce qu'on est arrivé très tard en train. On a dormi là, après ça, on a pris un autobus, OK, pour faire le chemin de l'autre côté de Cusco, du chemin des Incas en autobus. Puis on est allé voir d'autres ruines Incas. On est allé à Ragchi, qui a été vraiment, qui est vraiment une ville très importante, Inca, pour contrôler la route des Incas, justement, un centre administratif important. Après ça, on est allé voir des églises, des premières églises construites par les peuples incas, mais pour les Espagnols. C'est formidable de voir dans cette église-là, ça a été peinturé, ça a été vraiment bien entretenu. La démesure de la religion catholique, là, comment c'est impressionnant, OK? Puis des fois même, ça vient me chercher négativement parce que, au prix de qui ou de quoi, OK? Puis c'est drôle parce que dans les peintures, OK, on voit par exemple, OK, bon, la Passion du Christ, OK, mais à place de voir des Romains crucifier Jésus, on voit des Espagnols. Il y a plein de clins d'œil, OK, où il y a les peintres incas, eux autres, pour faire des clins d'œil, un peu comme Michel-Ange, OK, dans la basilique Saint-Pierre, au Vatican, ben, dans le fond, il y a plein de clins d'œil pour dire que l'envahisseur a sacrifié des. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de signes cachés dans cette église-là. Puis d'ailleurs, dans plusieurs fêtes religieuses au Pérou, à Cusco, on se rend compte, oui, ils mettent de l'avant-plan des saints, des personnes connues de la religion catholique, mais souvent, il y a toujours un clin d'œil pour des Incas, des choses comme ça. Fait il y a beaucoup de gens qui continuent à préserver la culture Inca et la religion Inca. C'est très subtil, mais on peut le voir qu'on est plus ouvert, qu'on est plus conscient. On a parcouru après ça, ben oui, on est allé voir des musées où il y avait des momies Incas. J'ai publié des photos là-dessus. On est allé voir des alpagas aussi. Et on est arrivé à Puno, qui est directement sur le lac Titicaca. Puis on est allé dormir dans les îles, les Huros qu'ils appellent, c'est des îles de paille, des îles qui flottent. Même la personne qui nous a hébergés, puis on est resté dans une famille, pas un couple, une famille qui restait sur les îles. Il disait même avec des vents extrêmes, des fois l'île déplace, puis il change de voisin. Fait que juste pour expliquer, il y a des angles qui les tiennent, mais si c'est mal ancré, s'il y a du vent, s'il y a quelque chose qui se passe, ça se peut même que ces îles-là bougent. On a dormi là-dessus. Je peux vous dire, au lac Titicaca, il faisait moins 4 degrés Celsius la nuit. C'était pas chaud, OK. Il n'y avait pas de douche, OK. C'était pas le luxe extrême. Mais c'est pas grave, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Le lendemain, on a fait une promenade en bateau sur le lac Titicaca. On est allé à l'île, OK. Takilé. J'ai peut-être la misère à prononcer. Ma blonde réelle moi en m'entendant. Puis on était là-bas, là, c'était plus des gens qui un peu plus coloniales, habillés à l'époque, qui faisaient comme un peu du tissage ou des œuvres d'art. C'est vraiment formidable. On est revenu, on est arrivé très tête à Juliaca, pour l'avion. On est allé à Lima, on a dormi là, on a mangé dans des restaurants un petit peu plus, péruvien moderne. Puis par la suite, ben, on est allé à Miami. On est resté à Miami aussi quand même une journée. On avait pas une journée, 13 heures. On avait 13 heures d'escale. Puis on est allé dormir à Miami. On est allé dans Ocean Drive. Puis on est allé se mettre les pieds dans l'eau un petit peu pour goûter à Miami, manger là-bas. Et on est revenu à Montréal. Fait vraiment un voyage formidable. Je prends une petite gorgée. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire des Incas. Comme je vous ai dit tantôt, si on va au Pérou, c'est pour les Incas. C'est un peuple qui est très mal connu. Hein. On pense souvent aux Mayas au Mexique, aux Aztèques justement au Mexique. Les Mayas aussi, il y en a au Guatemala. D'ailleurs, des ruines. Là-bas, on va en visiter aussi d'ailleurs dans mes voyages au Guatemala. Mais si on revient au Pérou, ben, les Incas, c'est très mal connu. C'est sûr, il y a une époque qui est pré-Inca où il y a eu quand même une culture, où on peut voir quand même beaucoup de vestiges. Tout ça, mais au niveau des Incas, il faut comprendre, l'Empire a commencé en 1400 après Jésus-Christ. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas un empire là, comme les Romains là, qui étaient avant Jésus-Christ ou des choses comme ça. C'est vraiment 1400 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, excusez-moi. Puis l'Empire a duré uniquement 100 ans. Puis qu'à 1500 après Jésus-Christ, ben, dans le fond, c'était la fin
de l'Empire Inca. Ça a duré 100 ans. C'est ça qui est fantastique. Hein? Je parlais de 16 000 kilomètres de routes pavées. Je les ai vus, les routes, là, ces pavés, là, comme les Romains faisaient à l'époque, des routes qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui sont solides. Toutes les constructions qu'on a faites aussi, là, c'est énorme en 100 ans. Fait que c'est sûr que c'est pas un empire qui a duré pendant 4000 ans, puis c'est quelque chose de très rapide. Il y a eu 14 empereurs. Le plus connu, c'est là, ça se peut que je les prononce pas correctement. Le plus connu, c'est Pachacutec. Lui, dans le fond, il a commencé son règne en 1436. C'est lui qui a été le constructeur du Machu Picchu. Fait que comme je vous ai dit, j'en parle un petit peu plus. Fait que dans le fond, le Machu Picchu a été construit par cet empereur-là, puis principalement, les archéologues pensent que c'était comme un hôtel. Parce que dans le fond, les cadavres, pas les cadavres, mais les os qu'ils ont trouvés au niveau du Machu Picchu. Puis comme je l'ai dit, le Machu Picchu, il n'a pas été violé, il n'a pas été pillé par des chasseurs de trésors ou des Espagnols. Fait que tout ce qui était là était intact. Fait que les os, des gens qui sont morts dans les fosses ou des trucs comme ça, il n'y avait aucune blessure, aucune force physique. C'était pas des esclaves, c'était pas des gens qui ont travaillé. C'était pas des rois ou de la classe sociale très élevée. C'était du peuple régulier, la classe sociale moyenne. Fait que c'était vraiment des gens qui accueillaient des invités spéciaux comme l'empereur, comme par exemple des hauts dignitaires. Fait que c'était vraiment plus comme un hôtel, comme il expliquait souvent. Fait que les gens allaient là plus pour se reposer, pour goûter. Mais sur le Machu Picchu, puis là, c'est toujours avec une bémol parce qu'ils n'ont pas de preuves et de certitude à 100%. Ça a été construit aussi pour imposer la puissance des Incas, parce que ça a été conquis, ce territoire-là, par les Incas assez rapidement depuis le début de leur règne. Fait que on le voyait vraiment d'en bas. Fait que ça a été vraiment construit. Puis on comprend beaucoup aussi, je vais vous montrer une photo. Toute l'architecture Inca est souvent sur des terrasses. Vous voyez un petit peu la photo que j'ai mis de l'avant-plan présentement. Fait que partout au Machu Picchu, mais surtout partout au Pérou, on va souvent ces genres de terrasses-là dans les montagnes, puis on se pose des questions. Souvent, on pense, ben oui, il faut faire de l'agriculture en montagne, puis qu'on fait des terrasses. Mais c'est vraiment, avant tout, avant de construire quelque chose, les Incas stabilisaient la montagne pour éviter que, dans le fond, que ça s'écroule, que les bâtiments s'écroulent. Souvent, c'est relié à cause que le Pérou, il y a beaucoup de pluie. Fait que souvent, c'est dans le fond pour éviter qu'il y ait des glissements de terrain. Et ils stabilisaient avec des terrasses. Les terrasses, c'était simple. C'était la pelouse, du sable, du gravier qui permettait vraiment l'écoulement de l'eau. Un peu comme nos fameuses margelles devant nos fenêtres dans les sous-sols. Ça ressemblait un petit peu à ça. Puis le Machu Picchu, c'était vraiment un hôtel pour asseoir le pouvoir Inca. Puis dans le fond, c'est pour ça que partout dans la montagne, il y a des terrasses. Il en trouve même encore aujourd'hui sur des versants inconnus pratiquement de la montagne, des terrasses justement pour stabiliser ça. Ça a dû prendre 50 ans à construire environ ce domaine-là, le Machu Picchu. Fait que vous pouvez voir, c'est extrêmement complexe. Dans le fond, les Incas, je vous ai parlé de 16 000 km de route. Dans le fond, les Incas, dans le fond, c'était le Pérou, bien sûr, la Bolivie, le Chili, l'Argentine. Fait que c'était vraiment diversifié comme peuple. Leur méthode d'écriture, c'était pas du papier, c'était le quipu. Je n'ai acheté un, c'est dans le fond, comme vous voyez à l'écran, c'est vraiment une corde à l'horizontale avec des cordes verticales avec des nœuds. Fait que dans le fond, si vous avez déjà vu un petit peu les mystérieuses cités d'or, les dessins animés, ou par exemple, le Temple du Soleil, Tintin, il en parle énormément beaucoup de la culture Inca. Fait que c'est comme ça qu'ils communiquaient. Dans le fond, c'est simple, ils faisaient des nœuds. Je pense que ça n'a même pas été déchiffré encore, cette fameuse écriture-là. Puis dans le fond, c'est très léger, un bout de tissu, des bouts de corde, qui partaient avec ça sur le chemin Inca, puis c'est le même qui communiquait. Fait que c'est un peuple qui, comme je vous ai dit, c'est uniquement 100 ans. C'était des dieux, plusieurs dieux qu'il y avait, dans le fond, que je ne connais pas nécessairement, mais que, dans le fond, j'ai appris à connaître un petit peu sans donner leur nom. Je pourrais aller rentrer plus en détail. Fait que c'était plusieurs dieux. Fait que c'est vraiment intéressant comme peuple. Souvent, on voit comme ceux qui pratiquaient des choses un petit peu plus morbides, ils pratiquaient un peu comme les Mayas, le sacrifice pour apaiser les dieux par rapport aux problèmes climatiques comme la pluie ou la sécheresse ou la famine, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr qu'on ne sait jamais à 100% qu'est-ce qu'ils pensaient en arrière.
Je parle plus souvent des Mayas que, il y a d'autres pratiquaient un sport qu'ils bottaient un ballon avec leur hanche, il fallait que ça rentre dans un anneau. Puis, dans le fond, c'était vraiment le sport Maya de prédilection à pratiquement la même époque. Puis le gagnant de ce match-là, dans le fond, était sacrifié, c'est-à-dire qu'il mourait. On est habitué, nous autres, dans notre culture, que le gagnant, je veux dire, c'est lui qui reste en vie à la limite, puis c'est le perdant qui a le déshonneur, mais c'est l'inverse. Hein. C'était un honneur mourir pour les Mayas lorsqu'ils gagnaient une partie. Puis on ne sait jamais qu'est-ce que ces peuples-là pensaient. Hein. Fait qu'il faut juste aller un petit peu plus loin, avoir plus d'ouverture. Ils sont complètement différents de nous. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de richesse dans ces peuples-là. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Au niveau de mon voyage que je vais organiser le 23 mars prochain, mais ça va être un petit peu la même chose que je vais organiser. C'est sûr qu'on va partir de Montréal, on va atterrir à Lima. Lima, comme je vous ai parlé, ce n'est pas une place nécessairement où je veux rester. Notre siège social ou notre QG va être vraiment à Cusco. Moi, j'adore les hôtels Silina. C'est pas coulé dans le béton, on va aller au Silina nécessairement, mais les Silina, dans le fond, c'est vraiment une auberge de jeunesse de luxe où, dans le fond, il y a toutes les commodités, puis c'est propre, puis des douches, tout ça. Fait que bref, ça reste à préciser, mais ça va être sûr que ça va être à Cusco. C'est facile d'aller au Machu Picchu, c'est facile d'aller à la montagne des 7 couleurs. Je n'ai pas parlé, là, mais dans le fond, c'est une montagne qui est à 5200 mètres. J'ai fait dans un autre voyage. C'est vraiment une montagne extraordinaire. Je n'ai pas de photos présentement. C'est sûr que j'aimerais aller faire une belle randonnée là-bas. J'aimerais ça faire plusieurs randonnées au Machu Picchu. Je ne pense pas nécessairement de faire le 4 jours pour se rendre là-bas, mais faire quand même les montagnes environnantes du Machu Picchu. Ça, c'était vraiment important pour moi. Oui, aller voir les Huros sur le lac Titicaca, se promener un petit peu là-bas, faire peut-être même une cérémonie chamanique. Il y a beaucoup de chamans sur les îles. Puis là, quand je parle de chamanique, ce n'est pas des produits illicites. Moi, je suis dans la douceur. C'est toujours dans plus des cérémonies où on donne des souhaits, des vœux, où qu'on partage des choses pour avoir une vie plus épanouie, plus merveilleuse. C'est vraiment ça. Fait que ça va être un peu le même principe. C'est sûr que le Pérou, on peut descendre plus dans le sud, où il y a beaucoup de surf. On peut aller plus dans le nord, qu'il y a les lignes de Nazca, les lignes vont bas du ciel. Il y a plusieurs choses qui vont être faites, mais quand même, je ne vais pas faire un voyage de 20 jours. Il y a tellement de choses à faire, tellement de culture à faire au Pérou. Fait que ça va ressembler beaucoup à ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur ma page Facebook en cavale ou en-cavale.ca, qui est notre site web, qui a beaucoup d'informations. Je prends les pré-inscriptions à partir de maintenant. C'est sûr et certain que je vais faire une activité d'information pour en parler davantage. Les gens me parlent souvent de prix. Je n'ai pas mis un prix à 100% encore, mais c'est sûr, dans le fond, ça va venir. C'est le 23 mars prochain. Fait qu'il il y a beaucoup de chances que les prix fluctuent. Tout ça. Fait que c'est pour ça que je ne mets pas des prix nécessairement un an à l'avance. Mais ça va être un voyage vraiment super intéressant. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit bout de Pérou, Vous voyez que je suis passionné là-dedans. Puis je peux vous dire que, j'ai lu tellement sur le Pérou, j'ai lu tellement sur le Machu Picchu, je pourrais quasiment, peut-être que je vais le faire aussi, je pourrais quasiment être un guide, pour parler du Machu Picchu en se promenant, tout ça, parce que ça me passionne, l'histoire, ça me passionne énormément. Fait que, bref, dans le fond, vous le savez, je vous présente toujours une petite pierre, une petite roche, la petite pierre du moment. Aujourd'hui, justement, je l'ai acheté à Aguascalientes, la petite ville du Machu Picchu. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça se trouve être une célestine. Je vais juste vous lire un petit peu qu'est-ce que j'ai écrit comme message qui décrit un petit peu cette pierre-là. C'est vraiment une belle pierre. Quand je l'ai vue dans le petit marché, j'ai touché et j'ai dit non, c'est sûr, il faut que je l'achète. Fait que dans le fond, la célestine, dans le fond, ça se trouve être un symbole d'union et de connexion spirituelle. La célestine est associée au chakra de la gorge qui favorise la communication, l'expression et l'honnêteté. La pierre est aussi associée au chakra du troisième œil qui renforce la clarté, l'intuition et la tolérance. Fait que c'est vraiment une pierre que j'ai vraiment aimée. Là-bas, il y a beaucoup de serpentine, comme vous pouvez voir. C'est une pierre un petit peu verdâtre. Fait que j'ai eu l'occasion de l'acheter aussi. Mais mon coup de cœur, ça a été la célestine. À chaque fois que je fais une petite entrevue aussi, je vous tire une carte d'ange aussi. Fait que je vais le faire aujourd'hui, puis je vais vous faire une petite interprétation rapide. Fait que vous pouvez peut-être fermer vos yeux pour m'accompagner là-dedans. Fermez vos yeux, prendre trois belles et merveilleuses respirations.
Dans le fond, je vais piger la carte. Fait que dans le fond, vous savez que c'est des cartes angéliques. Moi, je tripe sur les anges. J'en ai aucune idée. J'ai des petits doutes pourquoi, mais je pourrais vous en parler lors d'une prochaine entrevue. Vous pouvez me poser la question, d'ailleurs, dans la prochaine entrevue, quand je vous demande si vous avez des questions. Fait que dans le fond, ça trouve être l'ange de la connaissance. C'est la carte 43. Les petits mots qui l'accompagnent, c'est apprentissage, croissance, savoir. Moi, dans le fond, l'intuition que j'ai quand je pige cette carte-là, surtout ce soir, c'est qu'on a tout à l'intérieur de nous, toutes les connaissances qu'on a besoin pour vivre notre vie. Des fois, les connaissances, il faut qu'ils soient stimulés. Exemple, comme là, présentement, vous savez, j'organise des voyages beaucoup dans l'Amérique latine, fait que j'ai un désir de peaufiner mon espagnol. Peut-être si dans le fond, ça allait prendre une application comme Duolingo, aller faire une petite formation, peu importe, pour aller stimuler cette information-là. C'est comme jouer au piano. C'est sûr que si tu n'as aucune information au niveau du piano, oui, tu peux commencer. Il y en a qui ont des dons extraordinaires. Mais juste faire une petite formation ou juste écouter plus de musique peut réveiller des choses en nous. Et moi, je crois beaucoup qu'on a tout à l'intérieur de nous pour pouvoir réaliser notre mission de vie. Il faut juste stimuler ces choses-là. Puis la façon de stimuler ces choses-là, comme je l'appelle, c'est dans le fond, c'est sortir de notre zone de confort pour essayer plusieurs choses. Exemple aussi, c'est que vous êtes peut-être le meilleur joueur de ping-pong au monde. Mais si vous n'avez jamais joué au ping-pong, vous ne le saurez jamais. Fait toujours sortir de notre zone de confort pour pouvoir aller stimuler cette information-là. Fait que moi, je fais ça beaucoup, énormément. Dans mes voyages, c'est ça que je fais sortir les gens de leur zone de confort. Puis par la suite, les gens peuvent utiliser leur discernement pour savoir si ça leur plaît ou s'ils veulent aller plus loin. Puis je disais un livre, je peux vous en parler tout après, c'est L'âme délivrée. L'auteur, c'est Michael Singer. Je crois que je le prononce comme une fois. Dans le fond, il parlait beaucoup de l'au-delà. C'est sûr qu'on parle de l'au-delà, c'est Dieu, c'est l'univers, tout ça. Mais l'au-delà, oui, c'est ça. Mais l'au-delà, c'est plus que ça. L'au-delà, c'est justement sortir toujours de notre zone de confort, aller au-delà de quelque chose. Fait que si on va toujours au-delà de quelque chose, toujours sortir de notre zone de confort, mais un jour, on va se rendre à Dieu, on va se rendre à la source, on va se rendre à l'unité. Avant d'aller chercher quelque chose d'extrêmement très, très gros, comme aller à la source, l'unité, l'origine, Dieu, peu importe. Mais commençons par aller au-delà de nos croyances, de nos peurs, de notre routine. Comme ce soir, quand vous allez vous coucher, si vous êtes célibataire, changez donc de côté de lit ou peu importe. Le matin, si vous mangez des céréales, prenez des toasts, peu importe. Allez toujours un petit peu au-delà. Vous allez voir, c'est avec des petites choses qu'on déplace des montagnes. Il y a tout d'autres choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais parler un petit peu plus d'histoire aussi. Je suis un peu fatigué ce soir. Je sais que j'ai écrit un beau texte sur l'Empire romain. Souvent, les gens pensent que l'Empire romain, moi je suis un fan d'histoire, souvent les gens pensent que l'Empire romain, ça a été vraiment anéanti, que l'Empire a éclaté à 476 après Jésus-Christ, les Huns ont envahi un peu le nord de l'Europe, puis toutes les tribus germaniques ont descendu, puis là, c'est là que ça a éclaté. Mais il faut comprendre que l'Empire, c'est l'Empire d'Occident, puis l'Empire romain a été séparé en deux. Un bord, c'était Rome qui contrôlait l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient, c'était Constantinople. Bon, dans le fond, ça, c'est très connu. On a appris ça dans nos cours d'histoire. Mais l'Empire d'Orient, dans le fond, la chute de Constantinople, ça a été en 1452 par les Ottomans. On parlait des fameux espagnols qui ont conquéri les Incas tout à l'heure, dans le fond, en 1500, mais c'est pas à la même période. Fait que c'est ça, fait qu'il faut comprendre que dans le fond, c'est ça. Fait que l'Empire d'Orient, il a continué beaucoup plus tard. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, moi, quand je suis allé à Istanbul, puis j'ai eu l'occasion de parler à des guides, puis parler des gens qui avaient de la culture. Les autres, ils disent dans leur tête, oui, l'Empire d'Orient, il a chuté en 1453 par les Ottomans. Mais il faut comprendre, nous autres, dans leur tête, c'est que l'Empire romain existe toujours. Dans le fond, c'est leur culture qui dit ça, c'est que l'Empire romain, c'est la religion catholique. À Rome, au Vatican. Fait que dans le fond, dans la tête de plusieurs personnes, c'est que l'Empire romain est rendu Constantin. C'est même lui, d'ailleurs, qui a donné le nom Constantinople à la ville de l'Empire d'Orient. Et c'est lui qui a fondé, qui a accepté la religion chrétienne dans l'Empire Constantin. L'Empire romain, selon certains peuples d'Orient, c'est que l'Empire
Constantin, il a créé un empire non pas physique, mais un empire spirituel. Fait que vous voyez les gens, comment ils pensent différemment sur la Terre. Fait que dans plusieurs cultures, l'Empire romain existe toujours, puis il a poursuivi dans d'autres sphères. Fait que comment détruire un empire physique? Bien, c'est facile, c'est en détruisant des temples, comme les Incas, les Espagnols, ils ont détruit leur culture, ils ont brûlé leurs livres, ils ont brûlé leur quipou, ils ont défait leurs monuments. Mais comment défaire un empire spirituel? C'est beaucoup plus difficile. Fait que, est-ce que c'est vrai? Je vous laisse avec cette petite réflexion-là, mais qu'est-ce qui est important, c'est toujours utiliser votre discernement. Fait que c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Je vais terminer par une petite chose que j'ai oublié de parler. L'Empire Inca, je parlais de 100 ans. L'Empire, quand les Espagnols sont arrivés, était déjà en déclin. Fait que c'est sûr que si les Espagnols ne seraient pas venus conquérir cet empire-là, ce serait probablement effondré par eux-mêmes, par des facteurs internes, parce que dans le fond, on parlait de Pachacutec qui a fondé, c'est lui qui a fait la plus grosse consolidation de ces peuples-là autour de 1436 à 1450. Mais aussi, il faut comprendre, à sa mort, il y a eu 2 fils. L'Empire, après, là, il a commencé à être effrité avec des guerres civiles, des guerres de pouvoir. Fait que ça a été déjà effrité tout de suite après ce décès-là de cet empereur mythique-là. Puis Pachacutec, ça voulait dire l'homme qui chamboule le monde. En voulant dire que dans le fond, il a fait tellement de grandes choses que ça tout défait un petit peu, puis refait les concepts de l'époque. Fait que l'Empire était déjà effrité, mais aussi il y avait beaucoup de varioles. Peut-être amenés par des peuples qui sont venus de l'Europe, mais même avec les Espagnols qui commencent à attaquer les Incas, c'était déjà très, très effrité. Puis en plus, les Espagnols sont arrivés. Les Espagnols sont arrivés, 8000 personnes environ, 8000 soldats, puis il y avait 80 000 soldats Incas, puis dans le fond, ils ont réussi, en l'espace de 30 ans, d'anéantir complètement ce peuple-là. Il faut comprendre que les Incas, il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas non plus de métal, fait que c'était vraiment un peuple qui fonctionnait différemment. Fait que c'est sûr que ça a été vraiment un gros clash. Fait que j'espère que vous avez apprécié, il y a quand même beaucoup de monde qui ont participé à ce direct. J'espère que vous avez apprécié. Mes prochaines activités que j'organise, vous le savez, j'organise une activité le 28 août. C'est le lundi prochain. Ça se trouve être sur Zoom. Vous pouvez aller voir sur ma page hugodubé.ca, la page Facebook plutôt. Là. Tapez hugodubé.ca sur Facebook. Je sais que c'est mêlant un petit peu. Là. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que je donne une conférence qui s'appelle « Je décide d'être heureux ». Fait que les gens qui se cherchent, les gens qui désirent être la meilleure version d'eux-mêmes, les gens qui décident, qui veulent avoir un petit peu une petite aperçu de ce qu'on fait dans mes voyages, dans le fond, c'est gratuit, c'est anonyme, ça va être disponible en rediffusion aussi. Vous pouvez vous inscrire, je vais marquer le lien là, dans cette publication-ci après ce direct-là. Vous pouvez participer, c'est gratuit. Je le fais pour une seule et unique raison. Normalement, c'est payant, parce que dans le fond, je donne une série de conférences cet automne, beaucoup dans les écoles, beaucoup dans les entreprises, puis juste revoir un peu mon matériel. J'ai grandi, j'ai évolué beaucoup depuis quelques mois. Juste revoir mon matériel, voir qu'est-ce qui marche moins. J'ai très hâte de vous donner ça, gênez-vous pas. J'ai une série de voyages aussi, dont mon préféré oui, il y a le Pérou après les fêtes, là, mais il y en a un c'est l'Équateur le 9 décembre prochain. L'Équateur, c'est un pays méconnu. C'est aussi dans la cordillère des Andes, comme le Pérou. Il y a des volcans, il y a des volcans actifs aussi, il y a aussi des cratères avec des lacs là-dedans aussi. Il y a des belles randonnées. Il y a le mont Cotopaxi, qui dans le fond qui est une marque de linge et de sac à dos que vous connaissez sans doute. Il y a aussi une place avec la mer qu'on va faire du surf aussi. C'est vraiment une place extraordinaire, un magnifique voyage. Vous pouvez avoir de plus d'informations sur ant-caval.ca. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Puis, dans le fond, un bon début de travail pour ceux qui retournent au travail, pour ceux qui recommencent l'école. Puis, dans le fond, moi aussi, je vais recommencer la semaine prochaine, motivé, en feu. Fait que suivez-moi sur les réseaux sociaux, écrivez-moi vos commentaires, partagez, publiez, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bye bye.